symphonie, c'est une œuvre universelle. Moi, je la compare souvent à une forge dans laquelle on pourrait fabriquer de la joie. Il y a des contrastes extraordinaires. Ça commence par un pianissimo complètement stellaire, et puis d'un coup ce final avec des fortissimos incroyables. Une fois qu'on a cette joie en nous, voilà, donc on est dans ça, et le double orchestre permet incroyablement de valoriser cet aspect du trajet de la 9e. Alors, nous avons la chance à Insula Orchestra d'avoir un chargé de recherche qui fait une thèse sur ces questions d'effectifs et de disposition. Et là, du coup, à l'occasion de cette captation, on s'est dit que c'était peut-être une idée intéressante de faire ça avec le fait qu'on avait le temps de changer de position entre chaque mouvement, parce qu'il n'y avait pas de public. Aujourd'hui, il y a une sorte de standard des dispositions d'orchestre. On place toujours les cordes devant et les bois derrière, et ensuite les cuivres et percussions. Or, quand on regarde les pratiques il y a 200 ans, on se rend compte qu'aucun orchestre ne faisait comme les autres. Et il y avait vraiment une très grande variété, parce que les orchestres étaient tous différents, les instruments pouvaient être différents d'une ville à l'autre, le diapason, et puis les salles, bien évidemment. À l'époque, la salle de concert en tant que telle n'existe pas. Et du coup, il résulte de ça de très nombreuses variantes qui peuvent nous surprendre aujourd'hui. Et l'idée, justement, avec Insula Orchestra, c'était de nous surprendre et d'essayer de faire des choses, d'entendre des choses qu'on ne pourrait plus entendre aujourd'hui en utilisant toujours la même disposition. L'idée étant de proposer pour chaque mouvement de la 9e symphonie une disposition différente et de sélectionner chaque disposition pour mettre en lumière les caractéristiques précises de chaque mouvement. Pour le premier mouvement, on a sélectionné une disposition qui propose d'avoir les basses des deux côtés de l'orchestre. Mais à l'époque, au 19e siècle, on dissocie rarement les violoncelles et les contrebasses. D'ailleurs, on voit même sur certains plans assez détaillés que parfois, 3 musiciens pouvaient partager un seul pupitre avec un contrebassiste au milieu et 2 violoncellistes de part et d'autre. Ce qui est très intéressant pour l'orchestre, parce que ça permet de diffuser à la fois la basse pour l'intonation, mais aussi pour le rythme. Et ça donne aussi une patte de l'orchestre, surtout dans les tutti, qui est très riche et qui, il nous semble en tout cas, nourrit les grands tutti du premier mouvement. Pour le deuxième mouvement, qui est le scherzo, donc le mouvement où Beethoven va jouer vraiment avec l'orchestre, va jouer avec les rythmiques, les textures, les oppositions de timbres et de nuances, eh bien on a choisi une disposition qui exploite ce côté confrontation de scherzo avec les bois sur le devant de l'orchestre, à la droite du chef, ce qui permet vraiment d'avoir cette opposition visuelle et aussi musicale dans le deuxième mouvement, et d'avoir aussi, on va surtout le sentir au concert, un effet de latéralisation de la musique, avec des alternances entre la gauche et la droite. Et on a pu se rendre compte que les musiciens ressentent cette sensation de confrontation et se prêtent au jeu. Donc ça, c'est particulièrement intéressant dans la perspective d'un scherzo. Pour rappel, scherzo en italien, ça veut dire « je plaisante ». Donc c'est vraiment le mouvement où tout est possible. Le troisième mouvement, c'est le mouvement lent. C'est un mouvement pour lequel on a vraiment voulu mettre en exergue la beauté de la texture instrumentale, que ce soit chez les cordes ou chez les bois, surtout les bois solistes et les cuivres solistes. Et pour cela, on a choisi une disposition qui est assez déroutante de prime abord, mais qui en fait a vraiment très bien fonctionné pour ce mouvement-là, avec plusieurs particularités. La première, c'est d'avoir une inversion des violons 1 et des violons 2. Et là, on touche vraiment à l'un des socles indéboulonnables, aujourd'hui encore, de la disposition d'orchestre. Normalement, quels que soient les orchestres, le pupitre de violon 1 est toujours à la gauche du chef. Et il s'avère que sur certains plans, il y a 200 ans, on trouve l'inverse. Et l'intérêt, finalement, de cette caractéristique, c'est que les violons 1 vont avoir la caisse de résonance orientée non pas vers le public, mais vers l'orchestre. Au lieu que le son de la partie principale se perde dans le public, eh bien, il est allé irriguer l'intérieur de l'orchestre, qui a pu du coup se calquer là-dessus.
Donc la plupart des musiciens étaient très bien connectés entre, d'une part, dans les aigus, les violons à 1, et d'autre part, dans les graves, les basses. Et par ailleurs, positionner les bois derrière les contrebasses a permis de mettre en valeur les différents plans sonores, et notamment les effets d'écho entre les bois et les cordes. Pour moi, c'est ce qui a contribué, entre autres, à la très belle couleur de ce mouvement. Parce qu'on a la voix des violons 1, qui est le chant principal, qui est très doux, et à côté, un accompagnement qui est très riche, très onctueux. On a vraiment eu une patte sonore des cordes que je n'avais jamais entendue et que je n'aurais pas espéré autrement pour ce mouvement-là. Pour le quatrième mouvement, Insula Orchestra a décidé de revenir à sa disposition la plus habituelle, qui est inspirée de celle du Philharmonique de Vienne, avec les cordes sur le devant, sur le côté les contrebasses, et puis derrière les rangées de bois et tout au fond les cuivres et les percussions. Le Covid rajoute en plus une complexité à cette expérience. Toutes les cordes étaient séparées de plus d'1 mètre, je crois, et puis les vents de 2. Donc c'était déjà un orchestre très élargi. Et puis par contre, surtout le chœur, lui, avait un périmètre de 4 mètres carrés autour de lui. Et ça, au début, j'étais un peu inquiète pour le final parce que le chœur, du coup, était très éclaté dans la salle. Mais il y avait quand même une fusion des timbres. Et on voit que l'acoustique de la scène musicale est très bonne pour les voix parce qu'il y a quand même un mélange, une fusion, alors que j'avais très peur que ça soit très individualisé. Pour moi, ça a été une expérience très enrichissante et très convaincante de bout en bout. Je pense qu'on a trouvé un bon compromis entre une disposition qui va un peu nous mettre en danger et en même temps qui va proposer quelque chose de différent, quelque chose d'original. Et pour moi, c'est aussi l'intérêt de la pratique historiquement informée. C'est ce pourquoi on a commencé à travailler sur des instruments d'époque. On pourrait continuer à jouer les symphonies de Beethoven sur des instruments modernes, ça fonctionne très bien. Mais l'idée des pionniers de la musique historiquement informée, c'était de ressortir, réutiliser, reconstruire des instruments anciens pour retrouver des sonorités qu'on avait oubliées. Eh bien, ce qu'on a fait avec les dispositions et avec le double effectif, c'est la même chose, c'est-à-dire remettre au goût du jour des pratiques d'époque, réessayer, se tromper, être confronté à différents problèmes pour retrouver, recréer des sonorités qu'on ne pourrait pas avoir avec des dispositifs modernes. On va prendre le temps d'un retour des musiciens parce qu'ils étaient très heureux de cette expérience en version grand format. Et puis on s'interrogera davantage peut-être sur quelle position on adopte pour une œuvre en fonction de cette expérience-là. Je pense qu'on va peut-être être un petit peu plus flexible par rapport à notre position traditionnelle qui est celle de Vienne.